Parce que le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui l'interview est à distance. Il faut dire qu'Arthur Bellamy, notre invité, est installé à Atlanta pour conquérir, entre autres, le marché américain d'Exotech. Exotech conçoit des systèmes robotisés pour la supply chain. Après un poste de VP Marketing, Arthur est désormais Chief Revenue Officer. Avec Arthur, nous parlons de la conquête de l'Ouest, de la conception d'un budget, ou plutôt, vous le verrez, de la vertu de la non-conception d'un budget, et aussi du rapport au temps, en hypercroissance, au temps court, immédiat et à la vision long terme, et comment cumuler les deux. C'est tout de suite, bienvenue dans Kiss My Scale. Alors, est-ce que tu peux tout simplement nous décrire ton job? Comment aussi tu résumes ton rôle dans l'organisation? Ouais, du coup, mon rôle, donc, c'est Chief Revenue Officer, qui est un titre que je connaissais même pas avant de l'avoir, sincèrement, qui est en fait le croisement entre un Chief Marketing Officer et un Chief Sales Officer. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est marketing et sales, et finalement, c'est ça qui fait... C'est pas le gros, ça, déjà? Ouais, si, ça ressemble. Ouais, c'est ça. C'est l'idée de t'es responsable de faire croître la top line de l'entreprise. Il peut y avoir, je pense, dans certains cas, des CRO, donc, qui sont plutôt liés à la finance, sur un peu les questions de business model et tout ça. Mais dans mon cas, c'est vraiment lié marketing et sales. Et puis après, de toute façon, naturellement, on va aussi vers des questions de go-to-market stratégie, etc., qui sont du marketing, mais stratégique, quoi. Ok. Et en un peu plus de mots, Ouais. donc j'ai bien compris le combo entre sales et marketing, mais si tu me décris ton rôle, ton périmètre et comment Ça s'articule, du coup. comment ça Ouais. s'articule. Alors, du coup, pour ça, je vais peut-être reprendre un peu l'orga d'Exotech. On a un peu trois types d'organisation. On a le type BU, et on en a 4, qui ont des périmètres qui sont géographiquement délimités et qui ont un PNL à gérer sur ce périmètre. Et eux, leur job, c'est de maximiser leur business localement. On a un autre type d'organisation qui s'appelle Product, dans lequel en fait on design et puis on produit nos robots. Et donc Product vend ensuite ces robots au business unit. Et puis on a un dernier type d'unités qui sont plutôt des unités fonctionnelles. Donc là, c'est pas des business units, c'est vraiment des lignes fonctionnelles. Donc si c'est des matrices, ça va être ce qui va intersecter en fait les business units. Et donc là, c'est des organisations qui sont autour plutôt de des fonctions marketing, des fonctions vente, des fonctions opérationnelles, par exemple de déploiement et de maintenance, ou la finance, RH. Donc ça intersecte l'ensemble de ces business units, et voire même aussi l'unité product. Donc moi, mon job, c'est je lead deux de ces lignes qui sont les lignes marketing et sales. Et mon travail, c'est de les piloter d'un point de vue stratégique et de m'assurer qu'on fait ce qu'il faut pour permettre à ces lignes de bien se structurer et de grandir au rythme qu'on souhaite pour Exotech. C'est clair. Et alors, pourquoi tu n'es pas en France? Bonne question. Du coup, alors, ça fait que 4 mois que j'ai commencé mon job en France. Et ensuite, assez rapidement, on s'est dit que pour le marketing notamment, et puis également pour les ventes dans une moindre mesure,
c'était important que la stratégie de l'entreprise, elle soit pas centrée sur la France, qui est un marché intéressant pour nous, mais qui est un marché qui est moins intéressant que les États-Unis, que l'Allemagne, que l'Angleterre, que le Japon, qui sont tous des marchés qui sont plus gros. Donc, la France, c'est là qu'on est enraciné et on a probablement 2 ans, 3 ans d'avance sur les autres marchés en France. Et je pense qu'un des écueils, ça serait de trop réfléchir par rapport à nos attentes clients français, en fait. Et du coup, de développer des stratégies, des contenus marketing qui marchent super bien pour la France. Et génial, on va continuer à avoir un beau succès, mais en fait, on va assez vite saturer et plafonner, alors qu'on pourrait complètement passer à côté de marchés plus importants et qu'on connaît moins bien. Donc pour moi, en tant que Français, c'était important d'aller m'ancrer sur un marché clé, un marché que je connais moins bien et un marché qui a inventé aussi ce que c'est que le marketing et qui permet aussi de créer directement des contenus en anglais qui du coup sont plus simples ensuite à partager avec tes équipes au Japon, tes équipes en Allemagne. Alors que si tu construis les choses avec ton équipe en France, ben, il va peut-être falloir passer par le step supplémentaire de dire bon bah je vais les faire traduire en anglais avant de pouvoir les partager avec les Allemands, les Japonais qui eux parlent pas français. Donc voilà, je trouvais que ça avait du sens de faire comme ça et on s'est inspiré de Miracle qui a fonctionné comme ça où le CEO et puis je pense que la CMO était basée aux États-Unis pendant quelques années, le temps de réussir à craquer ce marché qui est pas facile mais qui est critique. Et alors, vraiment, je dis ça de façon candide et n'y vois aucune offense, hein, mais si c'est l'appréhension locale qui motive ta présence, enfin, pourquoi est-ce que c'est pas un Américain à ta place? Eh ben, je pense que dans l'idéal, ils auraient bien aimé un Américain. Enfin, je pense que ça aurait eu du sens. Mais après, il y a d'autres enjeux qui sont importants, qui sont les enjeux de confiance et puis les enjeux de simplicité de communication. Et donc, je pense que le fait que on ait travaillé ensemble, qu'on se connaisse, qu'on se fasse confiance et puis que finalement, on arrive avec un background culturel qui est hyper aligné avec le management de la boîte en général, fait que je pense que c'est plus simple d'être sur la même longueur d'onde et de travailler de la même manière. Et après, moi, je m'entoure pour le coup d'une équipe américaine pour être sûr de réfléchir un peu plus local. Ok, c'est ce que j'allais te demander. Donc, ok, tu recrutes des Américains. Tu as déjà été dans cette position? De recruter des Américains? En tout cas, de recruter des gens d'une autre culture? Ouais. Moi, j'ai vécu pas mal d'années à l'étranger. Mes 10 premières années de carrière, je les ai faites en déménageant en moyenne une fois par an. Donc j'ai commencé, enfin j'ai fait des stages en Asie du Sud-Est où en cumulé j'ai dû passer 1 an. Ensuite je suis passé par Paris. Après j'étais à New York. Ensuite je suis rentré en Suisse à Zurich. J'ai vécu au Japon et je suis rentré ensuite en France il y a quelques années avant de repartir du coup ici aux États-Unis. Donc j'ai été plus de la moitié du temps où je travaillais dans des contextes étrangers, à manager et à recruter des étrangers. Donc, est-ce que là, ça représente une difficulté que d'être le français, cette situation dans laquelle tu es, de manager une équipe américaine, est-ce que ça représente une difficulté ou... En termes de perception, pas spécialement. Enfin, je pense pas que les Américains se disent oula, c'est un Français, ça va être compliqué. Ou de ce point de vue-là, je pense pas. Je pense que ce qui est toujours difficile, c'est de se faire un avis juste sur les gens quand on a du mal à se mettre complètement dans leurs chaussures, parce que culturellement, ils réfléchissent pas exactement pareil, qu'ils présentent pas les choses de la même manière. Donc ça, je pense que ça rend le recrutement plus difficile et on peut plus facilement faire des erreurs, je pense. Et comment tu t'équipes pour, est-ce que tu as développé des outils pour dépasser ça? Et si oui, Ouais, lesquels? bah, je pense que déjà un premier outil, c'est d'avoir un processus de recrutement qui implique des Américains pour sortir un peu de ce biais culturel que je peux avoir. Le deuxième point, c'est d'essayer d'objectiver un certain nombre de critères sur le recrutement. Donc moi, systématiquement, ce que je fais, c'est que je fais passer un cas pratique, en fait, marketing, où je mets vraiment la personne en situation. Donc je veux pas m'en tenir à
raconte-moi ton parcours, dis-moi qui tu es et ce que tu recherches et à quel point est-ce que tu es fort. Parce que ça, je pense qu'on ressort toujours plus ou moins convaincu d'un entretien comme ça à partir du moment où il y a un fit de personnalité. Moi, je demande à préparer des cas concrets, en discuter, à poser des questions business et on a généralement 45 minutes, même parfois 1 heure de discussion autour de ces sujets-là avant d'aller même dans une partie de je comprends qui tu es. Et j'essaie de le faire du coup en ayant zéro biais sur qui est la personne en amont de ça. Et ensuite, j'ai un certain nombre de critères que j'évalue et sur lesquels je me mets des notes et je vois si ça passe ou pas. Donc ça m'aide un petit peu à faire le tri aussi. Vous êtes combien dans l'équipe? Dans l'équipe marketing et vente ou en général aux États-Unis? Eh ben alors, je veux bien les 2 infos. Les 2 infos, alors en fait, ça change tout le temps, donc c'est marrant. Ça fait toujours un peu, on a l'impression que je suis à la masse, que je sais pas vraiment combien j'ai de personnes dans mon équipe, et c'est que sincèrement, d'une semaine à l'autre, ça change. En tout, marketing et sales, on doit être une douzaine là, je pense maintenant. Et au total, aux États-Unis, on doit se rapprocher d'une trentaine de personnes, je pense. Et alors justement, il y a ce truc dans l'hypercroissance. Quand je suis arrivée, on était tant, et quand maintenant on est. Alors toi, ça date d'il y a 4 mois, mais alors vous êtes passé de combien à combien en 4 mois? Ah si, c'est intéressant. Aux États-Unis, en 4 mois, je pense qu'on est passé de, si je dis pas de bêtises, 6 à 30. Ouais. Là, il y a eu on a fait une bonne arrivée là. Et en ce qui concerne mes fonctions marketing, donc j'étais tout seul il y a 1 an. Là maintenant, on est une quinzaine au niveau global. Et marketing et vente, voilà, on a dû passer autour. Maintenant, on doit être 15 plus, je pense, une trentaine en vente, quoi. Donc on doit se rapprocher des 45-50. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé, quel diagnostic tu as Ouais. opéré, comment tu as défini la roadmap, qu'est-ce que tu avais comme contrainte? Ouais, alors c'était assez funky l'arrivée il y a 1 an. Déjà, moi, il faut savoir que je venais d'un univers qui avait pas grand-chose à voir. Je venais de la pharma, où j'avais bossé pendant 10 ans en marketing et vente. Avant, j'avais fait du conseil en stratégie, mais ce qui m'avait pas spécialement équipé non plus pour faire du marketing. Et donc, je suis arrivé pour créer le département. Et donc, j'étais tout seul dans un premier temps en attendant de pouvoir opérer des recrutements. Et donc, j'ai commencé par vraiment mettre les mains dedans sur des trucs ultra opérationnels que j'avais même jamais fait avant parce que finalement, j'avais assez vite évolué vers des rôles managériaux dans mes postes précédents. Et donc, il y a des postes que j'avais jamais occupés, quoi. Donc, je me suis retrouvé à designer une première pub, à faire assistant photo sur des shootings alors que j'avais pas fait de shooting précédemment, vraiment à mettre les mains dans tout un tas de nouveaux sujets, ce qui était assez sympa, assez dur aussi parce que je pense que c'est une des vraies difficultés dont on sera amené à reparler probablement sur l'hypercroissance, mais c'est que tu as une conjonction de, à la fois, tu as de l'opérationnel qui avance à fond les ballons parce que ton entreprise, elle a des besoins et il faut pouvoir y répondre. Et si tu es là et puis que tu produis rien, les gens ils se disent, bah ok, on a embauché un mec, mais à quoi il sert, quoi. Et en même temps, si tu fais pas l'effort d'emblée de structurer les choses pour poser une stratégie, une roadmap, commencer à recruter les bonnes personnes avec les bons profils aux bons endroits, etc. Et ben, au bout de 6 mois, 12 mois, tu es toujours à essayer d'être au four et au moulin et tu es un peu un headless chicken à courir à droite à gauche. Et donc, tu n'amènes pas la valeur que le marketing ou les ventes peuvent amener dans l'organisation, quoi. Le double défi, c'est de faire, je trouve, c'est vraiment de faire matcher cette temporalité de l'opérationnel court terme qui est toujours urgent et qui est là et qui est incontournable, avec le besoin de prendre le pas de recul et de réfléchir à comment est-ce que tu poses les bases de la stratégie. Du coup, comment est-ce que je me suis attelé à ça? Bah déjà, au début, il ne faut pas se voiler. Je pense que c'était des mois difficiles où j'ai beaucoup bossé. Il y a quelque chose qui m'a bien aidé, qui est qu'en amont de mon arrivée, notre CEO m'avait proposé de commanditer un peu un audit marketing externe d'Exotech. Et donc, en fait, dans les 4 mois qui ont précédé mon arrivée, alors que j'étais encore en train d'exécuter mon préavis de départ ailleurs, j'étais déjà en interaction avec un consultant qui, lui, faisait tout le boulot en interne pour comprendre et poser proprement un diagnostic de ce qui était en place, ce qui n'était pas en place, ce qui fonctionnait, ce dont on avait besoin. Et donc, ça m'a permis d'arriver déjà avec une première ébauche
de feuilles de route que j'avais discutées, qui lui avait été aussi discuté. Il avait passé du temps à aligner en interne des personnes qu'à l'époque je connaissais même pas encore autour de cette feuille de route. Et donc ça m'a vraiment fait un super tremplin pour attaquer en ayant un premier niveau d'alignement sur à quoi peut servir le marketing, quelles sont les grandes priorités. Et du coup, ensuite, j'ai eu à dérouler et à ajuster cette feuille à mon arrivée. Alors, je suis hyper curieuse. À quoi ressemble cette feuille? Justement, quelles étaient la priorité il y a un an chez Exotech? Bah, du coup, l'ambition, elle était assez générale et assez vague. C'était juste de dire, bon, bah, il va falloir créer du lead pour les vendre, quoi. Et voilà, dans 3 ans, il faut qu'on fasse un demi-milliard de chiffre d'affaires. Donc, bah, vas-y, quoi, fais ce qu'il faut. Mais alors, la feuille de route marketing, en fait, tout était à construire. Donc, il y en avait franchement un petit peu partout. Il y avait un besoin pour moi sur les priorités. Je pense que c'était déjà de mieux positionner notre produit et notre proposition de valeur. Et ça, je pense que le marketing stratégique avait jamais vraiment été fait. Il y avait eu des actions marketing, mais qui étaient plutôt des actions opérationnelles, du style, il y a un trade show qui se passe en Allemagne, il faut qu'on montre ce qu'on sait faire, on y va, on fait des photos et puis on fait une vidéo de notre système et puis on est présent sur place et on raconte ce qu'on fait. Mais il n'y avait jamais eu vraiment la phase amont qui consistait à dire, OK, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on se différencie par rapport à la compétition, qu'est-ce qui nous rend unique, et du coup de réussir à l'articuler à la fois sur un discours vente, mais aussi sur quelques supports, quoi. Tu Donc dis, ça, parce que c'était un j'imagine premier que truc. ça, c'est quand même l'exercice qui se fait. Enfin, j'imagine que le document devait quand même exister. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui existait, mais dont tu percevais que c'était pas assez consistant? Non, il n'y avait rien qui Il n'y existait. avait rien. Il n'y avait rien D'accord. qui existait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que le management de la boîte comprenait suffisamment bien les clients et comprenait suffisamment bien les produits. En fait, c'est vraiment comme ça qu'avait été créé le produit Exotech, qui était 6 mois à passer, à visiter des entrepôts, à discuter de concepts et d'améliorations avec les clients pour se dire, tiens, est-ce que ça vous aiderait? Tiens, est-ce que ça aurait de la valeur? Est-ce que ça marcherait mieux que ce qui existe aujourd'hui, etc. C'est vraiment comme ça qu'Exotech s'est créé. Donc, je pense qu'en fait, c'était pas cristallisé, mais dans la tête des dirigeants et des fondateurs, c'était déjà quelque chose de, en fait, très proche de la réalité marketing dont on avait besoin. Donc moi, mon job, c'était de le formaliser, de m'assurer que Seul ou avec une c'était pas agence? déconnant. Je l'ai fait tout seul, ça. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait seul parce que pour moi, c'est vraiment la partie la plus stratégique et c'était ma manière aussi de rentrer dans le job en menant des interviews clients, en discutant avec des consultants qui connaissaient l'industrie que moi je connaissais pas, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on était perçu, là où on était bon, là où on n'était pas bon. Et j'avais besoin de le sentir under my skin pour m'approprier ces choses-là, quoi. Et je pense que de l'externaliser, peut-être ça aurait été un petit peu plus vite, mais en fait, j'aurais été un petit peu à côté de mes pompes et je me serais pas senti légitime sur mon job. On est à l'arrivée, les chantiers que tu Ouais, démarres quand arrives et ensuite. yes, Donc là, on est sur la strate. Hein. c'est Tu ça, te rends compte ouais, qu'il va bien te falloir quelques assets pour pouvoir ensuite dérouler. exactement. Et les autres points sur lesquels j'étais assez rapidement, je me suis mis en action, c'était les éléments de mesure. Et pour 2 raisons, parce que le marketing, c'était pas quelque chose de connu chez Exotech. Boîte d'ingé, très orienté, on fait un bon produit puis ça marche tout seul. Et donc, pour moi, il y avait un besoin de réussir à convaincre et à faire comprendre aux gens que si on montait une équipe et si on embauchait des gens, ils avaient une vraie valeur ajoutée pour le business et de réussir à mettre les deux choses face à face. Je savais que ça allait prendre du temps avant d'arriver à avoir ces datas et donc très vite, j'ai voulu m'atteler à dire, mais il va falloir un moment que je rende un petit peu des comptes, surtout si j'ai envie de faire grossir et de développer ce département et de montrer tout ce qu'il apporte. Donc, je me suis aussi attelé assez vite à structurer tout cet aspect data. Donc, ça, c'était pour la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a plein de trucs, honnêtement, sur lesquels je ne savais pas si ça allait marcher ou pas marcher, ce qu'on allait mettre en place. Et donc, je me suis dit, bah, c'est OK d'essayer des choses, mais par contre, il faut au moins que je sois capable de conclure sur si c'est un succès ou un échec. Et donc, pour ça, c'est essentiel que je mesure ce qu'on fait et puis qu'on ne reproduise pas 2 fois les mêmes erreurs si jamais on s'est planté, quoi.
Et alors, à quoi ressemble le tableau de bord que tu as monté? Quels sont les indicateurs que tu as cherché à mesurer Bah, les indicateurs premiers que j'ai cherché à mesurer, c'était les leads qu'on arrivait à générer pour les ventes et combien est-ce que ça nous coûtait de générer ces leads selon les différentes actions. Mais c'est quelque chose qui est long, tu vois, parce qu'au bout d'un an, j'ai pas encore bien toutes ces infos. Il y a des points sur lesquels j'arrive bien à les capturer et on a un retour très rapide. Et puis il y en a d'autres où en fait ça nous a demandé de complètement restructurer Salesforce et Pardot pour réussir à automatiser ces choses-là et à les faire rentrer ensuite dans un dashboard Power BI. Et là, le mois prochain, je vais enfin avoir mon rapport marketing complet, premier dashboard, mais ça m'a mis un an avant d'en arriver là, alors qu'on y a quand même mis un peu d'énergie, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que ça pose vraiment la question une question éternelle dans le marketing, mais peut-on ou faut-il tout mesurer? Alors moi, j'ai un biais, mais étant ingénieur et étant rationnel et étant aussi entouré d'une entreprise qui a cette culture, moi, je suis à l'aise quand j'ai des chiffres à présenter et à discuter. Et sur cette base, je suis à l'aise à prendre des décisions. Mais j'ai plus de mal à m'en tenir un gut feeling quand il s'agit de définir des actions et puis si on investit quelques millions par-ci ou par-là, quoi. Je pense aux enjeux de notoriété, typiquement, qui peuvent passer Ouais, par des revues presse, ouais, où tu rentres vraiment dans les choses qui sont difficilement ouais. calculables Ça, et c'est plus qui compliqué. ont pourtant tout leur intérêt, Ouais, notamment sur le nouveau marché. Je pense absolument. ça parce que tu peux vite te retrouver à monter une usine à gaz Une de usine à qualité. gaz. Non, non, je suis d'accord. Non, non. Alors pour ça, justement, au début, ça m'a un peu déboussolé parce que j'étais habitué à nouveau à la pharma sur laquelle on était. J'étais sur des marchés avec une audience qui était beaucoup plus large. Et donc, en fait, on avait la possibilité de mener des études de marché régulièrement auprès d'une cinquantaine de clients en leur disant, bah voilà, est-ce que vous nous connaissez? Pour vous, quel produit incarne ça? Comment est-ce que vous nous positionnez par rapport à tel autre produit sur tel et tel attribut? Et donc, c'était vraiment quelque chose qui nous guidait dans notre stratégie de positionnement marketing. Donc là, j'avais pas ces outils et donc, c'était un peu plus qualitatif déjà en discutant avec les gens que j'ai remplacé ça. Et après, d'un point de vue quanti, moi, le meilleur proxy que j'ai trouvé et qui est assez simple et qui, je pense, fonctionne bien, c'est de voir quel est le trafic de tes différents pays sur ton site internet et comment est-ce que tu compares ça au trafic des autres sites. Et ça, je pense que pour moi, c'est une sorte de proxy, pas juste d'awareness, mais de top of mind, qui représente les gens qui forcément te connaissent et que tu intéresses suffisamment pour qu'ils aillent en plus te chercher dans Google. Et donc voilà, donc ça me permet de savoir un peu d'où on part. Avec des outils comme SEMrush, par exemple, on a des bonnes infos là-dessus. Et puis après, surtout, ce qui est intéressant, c'est de piloter l'évolution de ça. Donc ça donne un point de départ. Et après, c'est de comprendre si on arrive à créer les bonnes dynamiques et si on voit les accélérations qu'on veut voir justement dans les géographies prioritaires. J'ai un client aussi qui l'évalue par soustraction, le C'est-à-dire? différencier. Il y a tout ce qu'il peut mesurer et ce qu'il ne peut pas mesurer, et ça, il l'accorde à l'awareness, justement. Oui, oui. Bah après, moi, à partir du moment où je vois les leads qui augmentent à la cadence qu'on s'est fixée, finalement, je me dis que le job sur l'awareness, il est bien fait. Et en fait, assez vite aussi, on s'en rend compte quand on est présent sur des trade shows dans ces différents pays. Est-ce que on se retrouve à parler à des gens qui nous connaissent ou des gens qui nous découvrent? Et ça, je pense que c'est aussi, c'est assez simple, mais c'est quand même un bon indicateur au feeling de est-ce qu'on a encore du chemin à faire pour être plus connu ou est-ce que finalement les gens, ils ont déjà entendu parler de nous et ils viennent nous voir pour creuser, approfondir et commencer à discuter de projets concrets avec nous. Et ça, je trouve que sur 2-3 jours, on a quand même un volume de plusieurs centaines de personnes qui passent, qui permet de se faire une bonne idée sur ce type de choses. Mais ça, t'arrives comment tu le traques? Je le traque pas. Ça, pour le coup, c'est vraiment du feeling. Ça, c'est du feeling. Ah, d'accord. Et Ouais. alors, moi, j'adore parce que, si tu veux, on a lancé ce hors-série avec une hypothèse qu'il existait peut-être un pattern
sachant que ça va peut-être plaire à l'ingénieur, mais un pattern du marketing en hyper croissant. Alors, je vais pas te spoiler hein, sur ce qu'on observe, mais s'il y en a... Du coup, quel est votre pattern? Qu'est-ce que tu as mis en place comme structure d'acquisition et de notoriété qui ressemble à la machine qui te convient vu où vous souhaitez aller? Alors, concrètement, en fait, c'est quoi ta question? C'est quels sont les leviers les leviers marketing sur lesquels on va s'axer? Oui. Quelle est ta machine d'acquisition? Comment est-ce qu'elle est construite? Alors, c'est pas encore complètement, forcément parfaitement structuré, hein, et je pense que c'est aussi, cette idée que quand tu es dans une boîte en hypercroissance et que tu pars de 0, tu es toujours finalement à courir derrière, ce que tu as envie de mettre en place et tu as plus d'idées que de temps pour, les réaliser. Donc je pense qu'on est toujours un peu dans une course en avant sur ce genre de choses. Bah, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros canal d'acquisition qui va être notre site web, qui va être, vraiment la fenêtre, la vitrine quoi d'Exotech sur le monde, et qu'il y a énormément de choses qui convergent vers ce site. Et donc, tout un enjeu pour nous, c'est comment est-ce que on rend ce site visible et qu'on arrive à y amener du trafic via de l'optimisation. Mais l'optimisation, ça prend du temps. Donc, on y travaille, mais on sait que avant d'émerger sur les mots-clés qu'on souhaite, il va encore se passer 6 à 12 mois dans les différentes géographies. Et tout ce qui est advertising qui globalement marche bien, et on est dans une industrie où nous, les mots-clés coûtent pas très cher. Donc en fait, c'est un canal qui a l'air d'être vraiment cost-effectif et sur lequel je pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc on y va progressivement et on tâte un peu les choses, et puis on voit si en augmentant nos budgets, on arrive toujours sur des niveaux qui nous semblent intéressants. Donc ça, c'est un gros canal qui fonctionne bien. Pardon, qui est Ouais. ton persona? Qui achète les robots? Nous, ça va être des VP supply chain, notamment d'entreprises en retail. Ok, j'entends déjà, moi, Oui, mais notre persona, il fait pas de recherche sur Google. Enfin, je sais pas pourquoi j'entends la voix la voix du détracteur. Est-ce que, Ouais. d'ailleurs, ça c'est un sujet chez toi de convaincre que si c'était, enfin, on pouvait se servir de ça pour acquérir des leads ou pas du tout? Enfin, tu avais déjà là des fondeurs qui étaient convertis, où il a fallu Ouais, les évanouir. non, moi j'ai la chance d'être dans une boîte où pour le coup les gens font, enfin en tout cas notre CEO nous fait hyper confiance et fait hyper confiance de manière générale aux gens qui l'embauchent. Il considère qu'il y a des sujets qu'il connaît, il y a des sujets qu'il connaît pas, le marketing il connaît pas. Donc à partir de ça, c'était un peu carte blanche pour faire quelque chose qui ait du sens. À partir du moment à nouveau où moi j'exige du coup de moi-même d'être capable de rendre des comptes sur ok, on a mis 4 millions pour faire ça, mais voilà ce à quoi on peut contribuer quoi. Donc j'ai pas eu besoin d'évangéliser qui que ce soit sur est-ce qu'il faut faire du SEO ou SIA ou etc. Et l'autre point, c'est que moi je suis alors c'est peut-être un peu exceptionnel, mais moi je suis dans une démarche où j'essaie énormément de choses, et comme je te disais, je mesure ce que je fais, et probablement que il y a beaucoup de choses qui marchent pas et quelques-unes qui marchent, mais j'ai du mal à dire à l'avance ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher parce que j'ai pas forcément été sur ce marché au préalable, et parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi qui existe sur comment on fait du marketing chez Exotech. Donc, il y a probablement un petit peu de gâchis de ressources dans un premier temps, qui est, ben, on va tenter ça. Mais par contre, je pense que moi, mon objectif, c'est pas d'être dans une optimisation de mes ressources marketing aujourd'hui, c'est d'être dans une maximisation de notre croissance. Et du coup, je préfère investir 100 000 euros, 200 000 euros dans un truc qui marche pas, mais d'être capable de comprendre que ça n'a pas marché et de pas refaire l'erreur une deuxième fois, plutôt que d'économiser cet argent, de passer à côté et potentiellement de manquer un levier qui marche. Donc moi, je suis un peu sur les leviers tous azimuts. Je fais de la presse, donc je fais de l'optimisation. On va avoir une roadmap événementielle aussi super chargée, virtuelle, non virtuelle. Et ensuite, on va essayer à chaque fois d'aller sur des types d'événements différents. Donc j'ai essayé des événements qui sont évidemment orientés supply chain, mais j'ai aussi essayé des choses orientées tech. J'ai essayé des choses orientées
dans nos verticales, où du coup, il parle de tout un tas de fonctions liées au retail, mais pas juste de la supply chain. Et à chaque fois, je regarde ce que ça donne et je me dis, bah ça, on ne fera peut-être pas, ou celui-là, au contraire, il a bien marché et on va mettre les bouchées doubles dessus l'année prochaine. Donc moi, tu vois, j'ai pas encore trop de patterns. Je suis plutôt dans une stratégie où j'y vais hyper large. J'ai pas de contraintes sur est-ce que j'ai trop dépensé ou pas. Par contre, j'ai des contraintes sur je mesure ce que je fais et j'apprends vite et l'année prochaine, je le ferai mieux. Alors, quels ont été tes apprentissages de ces derniers mois? Alors, ben, on y va progressivement, mais je pense que déjà sur les événements, on a essayé des choses plus ou moins, comment dire, exotiques. Et en fait, on en revient vraiment au basique pour le coup, notamment sur les événements présentiels qui sont le besoin d'être face à nos acheteurs et aux clients qui nous connaissent. Je pense que les événements où on se fait connaître et où on cherche à se faire ouvrir la porte parce qu'il y a des comptes qui peuvent être présents mais via un autre persona, bah finalement ça marche vraiment pas super et il y a énormément de déperditions et je pense on perd un peu notre temps en faisant ça. Donc c'est peut-être bon pour l'awareness, mais je pense que c'est pas assez ciblé et à la limite ces personas un peu plus secondaires, je les utiliserai plutôt pour avancer de manière très ciblée sur quelques comptes cibles qui m'intéressent, plutôt que en étant présent de manière très large en attendant que ces gens-là viennent me voir et s'intéressent à ce que je fais parce que ça les intéressera pas autant. Donc ça, ça, je pense que c'est assez clair maintenant après avoir essayé pas mal de choses plus ou moins exotiques. Tu cibles qui, par exemple? Pour comprendre un peu. Eh ben, pour comprendre, on a été présent sur des événements donc retail sur lesquels il va y avoir par exemple des sujets autour du paiement digital ou bien des sujets autour de plus de la communication ou du marketing digital avec le buyer's journey et quelques sujets autour de supply chain. Mais finalement, si ces sujets supply chain ils représentent 10% des sujets, la plupart des gens qui seront sur le show, ils iront avec un mindset de je cherche ma nouvelle solution de paiement mobile et pas une solution supply chain. Et donc, ils passeront à côté de ce qu'on a proposé. Donc ça fonctionne, ça fonctionne pas bien. Donc, les salons, Ouais, voilà. le ciblage d'être vraiment aligné avec ton persona. OK. Yes, Ton acheteur. exactement. Sur les webinars, on est dans une stratégie qui est assez parallèle à ça, où on arrive à avoir des gens qui se loguent, qui écoutent ce qu'on a à dire. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Après, j'ai pas encore vu de concrétisation vraiment d'opportunités. Donc c'est un petit peu plus dur de mettre en face de ces événements vraiment un projet et une réalisation. Je pense que ça contribue au bouche à oreille, ça contribue à l'awareness, mais c'est pas aussi efficace qu'un salon en présentiel où tu rencontres des centaines de personnes. Autre Ouais, enseignement. la presse, c'est assez intéressant. Je pense que ça marche bien, notamment quand il y a des installations qui sont en place et des clients qui sont des clients avocats qui sont prêts à prendre la parole. Et là, on peut avoir des jolies histoires et des belles amplifications de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un point qu'on utilise aussi. Et clairement, ce qu'on voit, nous, en tout cas, c'est il y a quand même vraiment deux marchés distincts, quoi. Il y a la France, où il y a un peu un côté cocorico, exotech, une licorne française, made in France, on est fiers. Et du coup, on a une couverture presse qui est absolument phénoménale et sans qu'on ait besoin de payer, mais en maintenant ça et en partageant toujours des news et en l'alimentant. Et à côté de ça, beaucoup plus dur d'occuper l'espace et d'exister, d'être visible aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, où personne nous attend et où il va falloir avoir une belle histoire à raconter pour être visible. Donc l'effort est pas le même. Et là, le client à qui on a associé et la prise de parole conjointe fera vraiment la différence. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur cet effort au moment de l'internationalisation? Qu'est-ce que ton expérience éclaire sur cette phase-là? Justement, quand tu n'es personne, quelle pratique ça t'enseigne ces 4 derniers mois? Bah, je pense que à nouveau, c'est difficile d'exister, en tout cas en ce qui concerne, je parle de mon industrie, c'est peut-être pas vrai partout, mais je pense que c'est difficile d'exister avant d'avoir des réalisations concrètes sur place. Et il y a un côté marrant qui est que
chaque pays se considère différent et chaque pays est persuadé que tant que tu n'as pas fait tes preuves dans son pays, tu n'as pas fait tes preuves tout court. Donc ça, Hmm. c'est vraiment ça, c'est un truc. Alors là, c'est un pattern qu'on retrouve partout pour le coup. Les Allemands se disent que les meilleures boîtes, c'est des boîtes qui sont allemandes et qui sont basées en Allemagne. Les Américains ont la même idée. Les Japonais préfèrent acheter aux Japonais, etc. Donc il y a vraiment un besoin de démontrer qu'il y a une vraie implantation locale avec un bureau qui est ouvert, avec des gens qui travaillent, avec un service center qui permet d'assurer une bonne prise en charge et un bon suivi des besoins clients et qu'on ne va pas laisser notre client en difficulté à l'autre bout du monde. Ça Ouais. veut dire qu'on commence avant d'implanter, il faut avoir des clients sur place, ou pour avoir des clients sur place, il faut être implanté en local. Bah, je pense qu'il faut être implanté avec une petite échelle, quoi, en local. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à vendre. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Avec des locaux qui ont un premier réseau, qui ont Vous une n'aviez pas certaine. de rêve américaine avant d'être sur le sol US. Pardon? Vous n'aviez pas de ref Non, américaine non. d'être. Donc on est venu, on a pris un managing director qui vit aux États-Unis depuis longtemps, qui a une crédibilité locale, qui du coup va contacter son réseau. Et un autre point qui nous a aidé à démarrer plus vite, c'est d'aller avec des partenaires. Donc nous, ce qu'on appelle des intégrateurs, qui en fait sont des entreprises qui vont vendre nos systèmes à des clients existants. Et alors là c'est assez intéressant. C'est vraiment ça qui a démarré le plus fort à l'étranger, puisqu'en fait, eux, ils partent d'un portefeuille client qui connaissent déjà, avec qui ils ont établi des rapports de confiance. Et finalement, ce rapport-là, il va primer parfois même sur la solution technique qui est apportée. Donc, tu peux avoir la meilleure solution technique si les gens ne te connaissent pas et que c'est les premiers à l'acheter. Ça va être un peu compliqué. Par contre, si c'est Bob avec qui il bosse depuis 20 ans qui disent non, non, mais la solution technique, là, je t'assure, elle marche bien, elle est vraiment intéressante et tu devrais essayer. Et oui, tu es le premier, mais fais-moi confiance, c'est du solide. Et les petits jeunes derrière, ils ont un accent bizarre, mais ils savent quand même ce qu'ils font. Bah, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile de commencer. Et ce faisant, en fait, on amorce la pompe avec des premiers noms de marque, des premiers clients américains, des premiers sites à faire visiter à ses futurs clients. Et ça amène aussi un chiffre d'affaires qui rend possible le fait de faire grossir l'entreprise localement, d'amener plus de monde. Et donc, la boule de neige, comme ça, commence un peu à se construire. Où est-ce que tu projettes Exotech dans 6 mois? Bah, je pense qu'on se rapprochera des 200 millions de chiffre d'affaires, je pense. Peut-être un petit peu moins. Et on sera 600 personnes environ. Donc, ça va représenter à peu près le double il y a 4 mois. Donc, ça reste notre ambition de continuer sur ce rythme de doubler tous les ans. Et toi, dans 6 mois, tu es satisfait si quoi? Moi, je suis satisfait dans 6 mois si on a signer des projets qui permettent de continuer à doubler la taille d'Exotech l'année prochaine. Moi, c'est vraiment ça que je vais regarder. Il y a un délai qui se passe entre la réalisation de notre chiffre d'affaires et la signature de contrat. Et donc, finalement, notre chiffre d'affaires de 2023, il va être joué à 50% en 2022. Donc, je serai satisfait si j'ai bouclé mon order intake de cette année de manière à assurer la croissance pour l'année prochaine. C'est ça que je vais regarder. Et actuellement, ton plus gros caillou dans la chaussure, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est le recrutement. Je pense que c'est la capacité à recruter des gens qui sont vraiment top talent, parce que ça fait une énorme différence entre avoir des gens qui sont bien et d'avoir des gens qui sont top, surtout dans les ventes. Surtout quand il s'agit de vendre des systèmes à plusieurs millions, où en fait, quand le client signe, in fine, il va signer parce que il se dit qu'en face de lui, il a un mec qui est plus fort que lui et qu'il lui fait complètement confiance. S'il a un mec qui fait le job mais qui l'inspire pas plus que ça, ce sera compliqué, surtout sur un nouveau produit comme le nôtre, de le faire. Et donc d'être capable d'attirer ces gens-là en étant une start-up étrangère pas connue, c'est pas facile. Et de le faire dans un temps suffisamment rapide pour être le temps du business et de nos ambitions de croissance, c'est pas évident. Et souvent on se pose la question de ok, j'ai un mec sous la main, il fera le job, il me fait pas rêver, je l'embauche ou je l'embauche pas. Et nous, ce qu'on dit, c'est on l'embauche pas.
Mais du coup, ça met un petit peu plus de temps. Mais on pense que c'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans la meilleure position pour dérouler notre feuille de route sur les 2-3 prochaines années, quoi. Ok. Ça te prend combien de temps par semaine, le recrutement? En moyenne, je pense que je dois y passer peut-être 3-4 heures par semaine, à peu près. Ouais, je dois faire passer 1 ou 2 entretiens par semaine, plus un petit peu de préparation, de tri de. On a des chasseurs en interne qui prémâchent beaucoup le boulot. J'ai déjà développé mes petits tests en amont, donc ensuite ça déroule. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur le marketing en hypercroissance qu'on n'a pas abordé et qui te semble fondamental pour quiconque prend le sujet? Moi, je pense qu'il y a un premier enjeu qui est fondamental, qui est de ne pas tomber dans le piège du court terme opérationnel versus la stratégie long terme. Ça, je l'ai vu et je l'ai vu aussi dans mes équipes, des gens qui arrivent sur des postes de directeur marketing et dont j'attends justement de la structuration, de la planification et qui en fait se font complètement happer par de l'opérationnel et au bout de 3 mois savent toujours pas ce qu'il faut qu'ils fassent dans le marché. Et ça, je pense que c'est vraiment dangereux et si on le fait pas au début, on le fait pas après. Donc c'est vraiment essentiel de se forcer à se poser une deadline. Et moi, je pense que 3 mois, c'est un bon timing pour, à l'issue de ces 3 mois, savoir où on va et quelles seront les grandes actions un peu stratégiques qu'il va falloir dérouler sur les 12 prochains mois ou 6 prochains mois. Parce que derrière, ensuite, ça va amener à structurer l'équipe. Et le recrutement, je pense que c'est le deuxième plus gros enjeu stratégique d'un CMO qui prend son poste. Donc, c'est impossible de définir une bonne structure si on ne sait pas ce qu'on veut mettre en place et quels sont les besoins stratégiques. Donc, c'est vraiment important de le faire tôt parce qu'ensuite, ça permet d'amener les bons bras et ensuite, ça permet vraiment, ça amène énormément de respiration, quoi. Et on arrive enfin à se dégager un petit peu de l'opérationnel, à reprendre un peu de hauteur et à identifier les prochains gros chantiers. Donc ça, je pense que c'est super important. Et toujours dans cette notion de court terme, long terme, moi, il y a autre chose. Je pense qu'on fait bien chez Exotech et et qui m'a impressionné en arrivant, c'est que on n'est pas dans du quick fix. On se dit pas, OK, là, on a un problème, on est charrette, parce qu'on est toujours charrette, on a toujours des problèmes, ça c'est normal. Et donc, on va faire un truc un peu crados, mais qui va permettre de tenir là les 3 prochains mois. Et puis, dans 3 mois, franchement, on se reposera la question, mais là, on est tellement sous l'eau qu'on on va pas essayer de faire mieux. Nous, systématiquement, on se dit, OK, ce qu'on fait, ça doit tenir pour les 2 prochaines années. Donc, est-ce que quand je serai 4 fois plus gros, et avec des gens au Japon, en Asie, Middle East, Europe évidemment, États-Unis, et puis 4 fois plus de personnes, dont la plupart qui ne se connaissent pas et qui sont arrivés depuis 6 mois, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place là, ça fonctionnera? Ou est-ce qu'en fait, je suis en train de faire un truc qui va falloir tout réinventer dans 6 mois et en fait, du coup, tu passes ton temps à refaire des choses que tu as déjà faites. Donc, mieux vaut passer 20% de plus à faire les trucs propres d'emblée, même si c'est un petit peu à nouveau, ça fait un petit peu mal au début. Mais du coup, je pense que derrière, tu déroules beaucoup plus efficacement. C'est la même réflexion que tu recrutes un mec moyen et ça va te sortir de la panade sur les 6 premiers mois. Sauf que derrière, tu vas être complètement coincé dans ton potentiel pour aller vraiment plus loin. Et là, c'est vraiment pareil, quoi. Donc, faut voir un petit peu plus long terme. Et il n'y a personne qui le fera pour toi, quoi. Il n'y a personne qui va te mettre ses deadlines. Et donc, c'est vraiment à toi de te pousser pour le faire. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des enjeux qui est clé. Et après, toujours sur les côtés people, un truc qu'on n'a pas trop évoqué, mais je pense que dans l'hypercroissance, du coup, les équipes grandissent très très vite. Elles grandissent de manière internationale. Et donc, il y a cette question de télétravail ou pas télétravail qui se pose. Et c'est clair qu'on va plutôt vers des modes qui favorisent ça. Et moi, ça, j'y crois, mais très modérément. Je pense que quand on est en super forte croissance et qu'on essaie de monter des équipes avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés, on ne peut pas créer le même sentiment d'appartenance, la même envie de collaborer, la même fierté que si c'est des gens qui vont boire des bières ensemble le soir et qui bossent au quotidien au bureau. Et puis, il y a toujours des nouveaux qui ont des petites questions. Et les petites questions, on ne pose pas un meeting dans des agendas pour les résoudre, quoi. Donc, je pense que ça va beaucoup plus vite sur l'onboarding des nouveaux et sur la création d'un vrai esprit d'équipe, quoi. Donc nous, on est un peu pénible pour ça et parfois ça nous gêne dans notre recrutement, mais on dit aux gens, non, non, mais si vous venez chez nous, vous déménagez à Lille, vous déménagez à Atlanta et vous êtes sur place la plupart du temps, quoi. Mmh.
Et ça va un peu à rebrousse-poil des messages Oui, oui, et puis ouais. de ce que certains veulent. Hein. Ils me disent, mais moi, je suis hyper confort chez moi, j'ai pas envie de bouger. Je me dis, bah, ok, dans ce cas, t'es pas la bonne personne et puis c'est tout. Ok. Oui, il n'y a pas de. Il y a justement dans cette. Les talents précieux. Vu que c'est quand même quelque chose qui s'est normalisé sur le marché, vous n'avez pas peur de perdre des talents avec cette radicalité? Ben pour l'instant, on y arrive et en fait, les gens qui sont vraiment motivés et on en trouve, ben, ils bougent leur famille et ils nous rejoignent quoi. Et ça fait un filtre supplémentaire, mais c'est pas ça nous ralentit peut-être un peu. De temps en temps, il y a des bons profils qui nous échappent de ce fait parce qu'ils ont des vraies contraintes familiales qui font que c'est pas possible. Mais je pense que c'est aussi un filtre sur une personne qui se dit pourquoi pas, mais sans être plus convaincu que ça. Et on a des gens qui arrivent le couteau entre les dents et qui sont hyper motivés d'être là, quoi. Donc ça, je pense que ça nous aide. C'est très clair et c'est très étayé. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien abordé l'ensemble des sujets, mais est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose d'autre à rajouter sur l'hypercroissance? Ouais, moi, il y a un dernier point à nouveau qui est un mode de fonctionnement qu'on utilise qui va un peu à rebours des autres boîtes que je connais et qui déstabilise un peu les nouvelles personnes qui arrivent. C'est que on travaille pas avec un budget. En fait, on part de notre ambition et de cette ambition, on se dit ok, comment est-ce que à quoi doit ressembler notre roadmap quoi pour réussir à faire cette ambition. Et du coup, en découle un budget, des personnes à embaucher, des événements à financer, des actions à financer. Mais vraiment, on part de la stratégie et on définit un budget. Et souvent, les gens qui arrivent, ils me disent, OK, c'est quoi mon budget et ensuite, ils commencent à réfléchir autour de ça. Et je pense qu'ils prennent le problème dans le mauvais sens, qui est un peu une mauvaise habitude, je pense, de grosses boîtes cotées qui se disent OK, j'ai des financials à respecter et il faut que je m'assure que j'ai ni trop dépensé ni pas assez dépensé. Et moi, je me souviens avoir été hyper frustré quand j'étais en marketing dans des grands groupes à me dire OK, bah là, mon challenge, ça va être de dépenser mon budget parce que sinon, on m'explique que je vais le perdre l'année prochaine. Et donc, bah, on va lancer des trucs qui n'ont pas forcément énormément de sens, mais il faut le faire maintenant. Ou bien, à l'inverse, se dire, bah, c'est dommage, on aurait peut-être eu une idée sympa, mais on n'a pas les ressources pour la faire et on va pas pouvoir le faire cette année, quoi. Et donc là, je pense que on prend le problème dans le bon sens, qui est de dire, OK, c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre stratégie, et du coup, on a besoin de quoi pour la réaliser. C'est quoi comment est réparti ton budget parmi les canaux? Aujourd'hui, il y a à peu près 40% qui est sur de l'événementiel, mais je pense on a poussé assez fort là-dessus en se disant que on voulait partir sur de l'international et que c'était une manière rapide de monter en awareness et de se faire connaître. Et je pense que, honnêtement, dans 2 ans, 3 ans, ce budget-là, il aura redescendu parce que après, je trouve que c'est juste une espèce de rente et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Il faut qu'on soit visible, donc on y reste. Mais je pense qu'une fois que les gens ils te connaissent, ben, tu peux sortir de ça et réinjecter tes sous ailleurs. On met pas mal d'argent aussi dans de l'acquisition de bases de données sur une stratégie de count-based marketing en essayant de mettre nos outils d'équerre, de les enrichir, d'acheter des datas. Ça, en budget comme ça, top of mind, je pourrais pas te dire. Et le contenu représente une bonne partie aussi de ce qu'on veut faire, notamment des contenus vidéo, puisqu'on est sur des solutions qui sont visuelles et qui, du coup, méritent, je trouve, d'être tu as mis en vidéo pour donner envie aux gens de s'intéresser à ce qu'on fait. Donc le paid finalement, Le paid, je ne saurais pas te dire combien ça représente aujourd'hui du budget. À nouveau, moi, je ne suis pas challengé sur mon budget. Non, mais je regarderai plus. Donc, je connais pas tant que ça et je le suis pas tant que ça. Par contre, ce que je vais regarder, c'est mes actions une à une. Et est-ce que j'arrive à y retrouver un retour sur investissement? Et est-ce que j'ai intérêt à plutôt y mettre un petit peu plus ou plutôt y mettre un petit peu moins? l'ABM, est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur cette méthode? Ouais, alors gros sujet que je trouve vraiment intéressant. Plus long à mettre en place que ce que je pensais parce que à nouveau le travail de fond pour dérouler une stratégie ABM propre,
est hyper long en fait. De mettre d'équerre ces bases de données et de mettre d'équerre ces différents outils et d'avoir des processus qui soient clean pour mettre ça en place, honnêtement, ça prend vachement de temps. Et donc là, je pense que ça a dû nous prendre 6 mois à mettre ça un petit peu en place. Et après, ça demande aussi d'être alimenté dans du contenu de qualité qui est évidemment la condition sine qua non à bien faire fonctionner les choses. Donc là, on commence, je trouve, juste à avoir quelque chose qui commence un petit peu à tourner autour de ça, mais j'ai pas encore assez de recul pour dire est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne bien ou pas bien. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire ça. Et pour les non-initiés, est-ce que tu peux expliquer le processus et le travail, comment s'est déroulé le travail de ces 6 mois? Ouais, alors faut que j'essaie de me replonger un petit peu dedans. Mais du coup, ce qu'on s'est dit sur l'ABM, on a commencé par définir. En fait, c'est toute cette notion de lead generation autour de comptes qui sont des comptes, on va dire, suffisamment peu nombreux pour pouvoir être adressés via nos databases, quoi. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on a défini le type de compte qui nous intéresse, on a défini les géographies qui nous intéressent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on constitue une base de données de ces comptes-là, soit qu'on achète, soit qu'on scrape nous-mêmes via différents outils, qu'on vient consolider dans des outils de data management. Et ensuite, cette base, ce qu'il faut, c'est petit à petit l'utiliser pour commencer à pousser du contenu à ces différentes personnes et tout en continuant ensuite à la cleaner et à la faire vivre, quoi. Et donc, l'objectif, en fait, c'est créer de l'engagement, de comprendre qui répond à quoi. Et au fur et à mesure, en fait, ça nous aide à incrémenter le niveau de score qu'on implémente à nos leads jusqu'à ce qu'on les considère suffisamment chauds et intéressés par ce qu'on fait pour, à ce moment-là, passer le relais au business development en disant, voilà, là, on a quelqu'un qui semble vraiment intéressé par tel et tel sujet et c'est le moment de le contacter. Très clair. Alors, du coup, j'ai peut-être un dernier mot. Le mot que tu associes à ton job, à ce moment de ta carrière où tu es chez Exotech, si tu peux être ingénieur, poétique, c'est le mot. Franchement, je dirais passion, quoi. Parce que honnêtement, je pense que c'est... je bosse depuis combien de temps maintenant? Ouais, ça fait 15 ans que je travaille. et je pense que cette année-là passée avec Exotech, je pense que c'était l'année juste la plus intense et la plus riche de ma carrière, quoi. Où à la fois, il y a énormément de choses à inventer, mais en ayant vraiment les leviers et puis la confiance du PDG pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. D'embaucher, de créer une équipe, de l'amener dans la direction qui va bien. Donc, il y a aussi une notion de leadership qui est assez intéressante. Ouais, je me retrouve beaucoup plus souvent à penser et à parler boulot, mais volontairement, quoi, que ce que j'ai jamais fait par le passé, quoi. Je pense que la limite est un petit peu plus floue parce que juste je suis à fond et j'adore et je me sens tellement associé au succès de l'entreprise par rapport je pense aux plus gros groupes dans lesquels j'ai travaillé précédemment que ça fait une différence énorme. Donc ce serait ça, je pense, mon mot. Je te propose qu'on se quitte là-dessus alors, Arthur. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, c'était hyper riche. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Oh, Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode? Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hypercroissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.